Un crime commis par un détenteur de l'autorité, ça a quelque chose de profondément angoissant, car ce sont des gens en qui le peuple donne normalement toute sa confiance. Des gens à qui on donne le droit de représenter ce qui est juste. Mais ce sont des humains, et s'il y a bien une chose qu'on sait, c'est que parmi les humains, il y a des monstres. Alors aujourd'hui, on vous a sélectionné 2 histoires qui vont vous laisser un goût amer dans la bouche. Zach, balance la cassette suivante. Mais qu'est-ce que... Mais c'est pas une vidéo de sécurité ça, c'est une pub au lit. En plus je peux pas skip. Après, ça serait dommage. C'est vraiment une bonne alternative à tous les autres sodas classiques. Contrairement aux autres, il utilise seulement des arômes naturels et toutes les boissons sont pleines de vitamines. Et comme ils ajoutent pas de sucre au produit final, c'est bien meilleur pour la santé. En plus, avec leur gamme, il y a l'embarras du choix. La gamme Iced Tea, pour les moments de détente et de fraîcheur, c'est parfait pour remplacer les sodas en continuant de se faire plaisir. Le petit coup de cœur, le parfum thé vert pomme verte. Mais il y en a pour tous les goûts. Milkshake pour les gourmands, hydratation à base d'eau de coco et renforcée aux électrolytes, parfait pour la salle. Par contre attention, ça ne remplace pas l'eau, continuez à bien en boire. Et enfin la gamme énergie, sans taurine ni caféine, à la place de la New Caf. Comme ça, pas de coup de barre, contrairement aux autres boissons énergisantes. Chaque pot contient l'équivalent de 50 canettes, donc en plus d'être bon, c'est plus écolo. En ce moment, il propose même un pack découverte de luxe. À l'intérieur, 57 portions pour tester un maximum de parfums différents, et vous pouvez décider des gammes que vous voulez mettre dedans. Surtout qu'avec le code HORRORTRASH5, vous pouvez bénéficier de 5 € de remise sur la première commande et 10% sur les suivantes avec le code HORRORTRASH. Cliquez sur le lien en description. Ah, voilà, c'est celle-là, la bonne cassette. Celui qui voulait se faire justice. Mark Assi, 57 ans, est procureur adjoint du comté de Kaufman, dans le Texas. Aujourd'hui, comme quasiment tous les jours, il se rend au tribunal. Il se gare dans un parking juste à côté, et alors qu'il sort de la voiture, un type s'approche de lui. Masqué, habillé tout en noir, une arme à la main. Ils échangent quelques mots, Mark supplie, il hurle. 5 balles. Le procureur se vide de son sang par terre pendant que l'auteur s'enfuit. Il y a bien des témoins qui assistent à la scène, mais les infos sont vagues. Le tueur s'est échappé en voiture, mais il n'y avait pas de plaque d'immatriculation. Il avait peut-être un complice, portait peut-être un gilet pare-balles. La police n'a pas grand-chose de concret. Évidemment, c'est l'effervescence. Un procureur assassiné, ça retourne tout le système judiciaire, et tout le monde veut trouver le coupable. Especially my office has suffered a devastating loss today. We lost a really good man. Mais en coulisses, c'est une autre affaire. Parce que la police est déjà sur une piste. La victime avait envoyé pas mal de gens derrière les barreaux et s'était fait beaucoup d'ennemis. Dernièrement, il enquêtait sur un trafic de drogue mené par un gang de suprémacistes néo-nazis. Et justement, quelques semaines avant sa mort, plus d'une trentaine d'entre eux avaient fini derrière les barreaux, en partie grâce à Mark. Pour les forces de l'ordre, c'est la piste la plus crédible. Après tout, qui, à part un gang avec les reins solides, oserait prendre la vie d'un homme de loi devant un tribunal, qui plus est? Mais le règlement de compte, c'est juste une supposition. Dans les faits, ils ont aucune preuve. Et très vite, l'affaire va prendre une autre tournure. Texas DA and his wife were found dead last night. Mike McClelland and his wife were killed in their home. C'est un policier, voisin et ami du couple qui découvre les corps. Il répondait plus au téléphone, alors l'inquiétude était montée. Michael McClelland, c'est le procureur du district, le plus haut rang de la région. Il s'est fait tirer dessus 16 fois, sa femme Cynthia, infirmière psychiatrique, 5 fois. Et là, contrairement à la première affaire, la scène de crime dit beaucoup de choses. Déjà, on retrouve plein de douilles par terre. On arrive à reconstituer les événements et surtout, la porte n'a pas été forcée et rien n'a été volé. Ça veut dire 2 choses. 1. La victime a laissé entrer son assassin. 2. C'était probablement prémédité. En plus, les caméras de surveillance donnent des détails. On sait que le criminel est resté seulement 2 minutes dans la maison et qu'il s'est échappé dans une Ford Crown Victoria blanche, non immatriculée. Cette fois, il a pris moins de précautions. Et surtout, les esprits commencent à tisser des liens. Les 2 victimes, Assi et McClelland, n'ont bossé ensemble que sur une seule affaire. Que ça soit dans la police ou dans le bureau du procureur, un nom est sur toutes les lèvres. Eric Lyle Williams. Et Eric Williams, c'est pas n'importe qui. En fait, c'est un ancien du barreau. Jusqu'à l'an dernier, c'était un collègue des victimes. Un ancien policier, puis avocat, qui avait tout perdu.
Il y a un an, il s'est fait choper par des caméras de surveillance en train d'essayer de piquer des écrans d'ordi dans les bureaux. Bon, en vérité, c'est une affaire un peu bizarre. Au début, on n'était pas trop sûr de s'il les avait pris pour les revendre ou bosser avec. Dans le doute, on lui avait offert un deal. Plaider coupable, perdre temporairement son droit d'exercer et esquiver la prison. Sauf qu'il s'était pris pour un demi-dieu et avait refusé. Il est parti en procès, a perdu. Tout perdu. Son job, ses assurances, sa licence de droit. Et ceux qui s'occupaient du cas, c'était Assy et McClelland, les victimes. En plus, tout le monde savait que Williams avait encore cette affaire en travers de la gorge. D'ailleurs, après la mort de Assy, la police a directement envoyé des agents à son domicile. Mais ils ont trouvé aucune trace de poudre sur lui. Puis derrière, il y a eu l'histoire avec le gang et la drogue. Alors, ils avaient laissé tomber. Maintenant, il n'y a plus de doute. Le problème, c'est qu'à ce moment, même si tout le monde est sûr et certain de qui est derrière tout ça, ils ont pas de preuves. Pas de quoi l'inculper, pas même de quoi récupérer un mandat de perquisition. Va falloir attendre que l'enquête avance ou que Williams fasse une erreur. Et c'est ce qui va se passer. Le lendemain, alors que toutes les chaînes d'infos tournent en boucle sur l'affaire et que la police place tout le personnel du tribunal sous protection rapprochée, la cellule d'enquête reçoit un message étrange via Crime Stopper. C'est un programme qui permet de donner anonymement des renseignements sur les affaires en cours. Sauf que c'est pas un témoignage qu'ils reçoivent, mais des menaces. Dedans, l'auteur réclame que le juge Woods, un autre membre de l'administration, démissionne sur le champ. Sinon, il va continuer à tuer. Et ça peut pas être un canular. Celui qui a écrit le mail connaît des détails de l'affaire, notamment sur le type d'armes utilisées qui sont pas publiques. Seulement voilà. C'est via un outil qui permet un anonymat absolu, donc aucun moyen de retrouver sa trace. Cela dit, ça donne quand même un peu d'espoir aux enquêteurs, parce que pour faire ça, le criminel doit vraiment avoir une confiance absolue en lui. Et ça matche bien avec ce qu'on sait du suspect principal. Il laisse la même impression à tous les policiers qui lui ont parlé. Un type imbu de lui-même qui les met très mal à l'aise. Alors, au lieu de laisser traîner, ils vont saisir leur chance, tenter un coup de poker. Ils vont sonner au domicile de Williams et lui demandent s'ils peuvent entrer pour discuter un peu avec lui. Et vous savez quoi ? Et ça marche. Est-ce que Williams se sentait invincible et capable de manipuler la police ? Ou est-ce qu'il a paniqué et accepté sans vraiment réfléchir ? Difficile à dire. N'empêche qu'il les laisse pénétrer dans son domicile. Évidemment, les policiers ne peuvent pas fouiller partout, seulement là où ils les laissent regarder. Mais c'est suffisant pour qu'ils remarquent des trucs louches. Plusieurs armes à feu, un permis pour une Ford Crown Victoria blanche, la voiture qui a fui de chez le couple McClelland, et un détecteur thermique. De quoi justifier une perquisition complète, durant laquelle ils vont entre autres trouver un petit papier avec une série de nombres dessus. Des nombres qui correspondent à l'idée du mail envoyé via Crime Stopper. Vous vous souvenez ? Celui dans lequel le criminel révélait son identité et menaçait de continuer ses crimes. Ça, c'est suffisant pour l'arrêter. À ce moment-là, Williams aurait pu encore s'en tirer. On manquait de quoi prouver qu'il avait véritablement commis lui-même les meurtres. Et il était arrêté pour les menaces dans le mail. Mais toute sa petite entreprise va s'effondrer en quelques jours. D'abord, la police reçoit un appel d'un ancien ami à lui. Il leur avoue qu'il a aidé Williams à louer un grand box pour stocker des affaires sous un autre nom. Et maintenant qu'on sait qu'il est suspecté de meurtre, il est sûr que l'info est importante. Il a raison. Dans le box en question, on trouve une véritable armurerie. Des dizaines et des dizaines d'armes à feu en tout genre. Des munitions, du napalm artisanal, de faux badges et uniformes de police, des gilets pare-balles et même une Ford Crown Victoria blanche. Cerise sur le gâteau, les caméras de surveillance permettent de faire coïncider les déplacements de la voiture avec le timing du meurtre des McClelland. Eric Williams est cuit. Et s'il lui est resté la moindre chance d'atténuer sa peine, elle va disparaître avec le témoignage de sa femme, Kim Williams, qui va non seulement reconnaître avoir été présente lors de chacun des meurtres, mais en plus donner des tas de détails sordides sur son mari. D'après elle, c'est directement après avoir perdu son job lors de l'affaire des écrans volés qu'Eric Williams a complètement dérapé. Il s'est instantanément mis en tête qu'il allait tuer tous les responsables de sa condamnation. Il va acheter des armes, espionner ses futures victimes, s'entraîner au tir, tout planifier dans les moindres détails. D'après elle, il est devenu instable. Il maltraitait des animaux, l'a menacé de mort à plusieurs reprises. Il a même creusé une tombe dans son jardin pour voir si les corps tiendraient dedans. L'achat de la voiture sous un faux nom, du box sous un faux nom, tout ça, c'est juste de la préméditation. Et surtout, il ne prévoyait pas de s'arrêter à 2 morts. Dans sa liste, il y avait d'autres procureurs et juges
juge dont il n'attendait que de se débarrasser. Alors pourquoi sa femme l'a suivi dans ces histoires? D'après ses dires, il la droguait tellement qu'elle n'était pas vraiment consciente de ce qu'elle faisait. Eric, lui, va tout nier en bloc, probablement convaincu, une fois de plus, de pouvoir échapper à la justice. Il sera condamné à la peine de mort. Kim, elle, pour avoir reconnu sa culpabilité, s'en tire seulement avec 40 ans de prison. Les deux ex-conjoints sont encore aujourd'hui derrière les barreaux, l'un d'entre eux continuant d'épuiser tous les recours à sa disposition pour sortir du couloir de la mort. Le flic le plus décoré et le plus corrompu. 3 hommes entrent dans un box, 2 en ressortent vivants. On retrouvera le cadavre 24 heures plus tard. Mais devant les images, la police a des frissons dans le dos. Cette silhouette, cette démarche, ils la connaissent. 8 jours plus tard, les officiers arrêtent le coupable, Roger Rogerson, 73 ans. Il est bien connu des forces de l'ordre, mais pas pour la raison à laquelle vous pensez. Pendant 26 ans, ce tueur a porté l'uniforme. Un monstre qui s'est construit médaille après médaille, mensonge après mensonge. À 17 ans, Roger Rogerson devient un cadet de la police de Nouvelle-Galles du Sud. Dans les années 70, c'est l'étoile montante de la police australienne. Son palmarès est impressionnant. Il résout plusieurs meurtres réalisés par le gang Tué Cotter, des ultra-violents connus pour couper les orteils de leurs victimes. En 1973, il élucide même l'affaire de l'incendie criminel de la discothèque Whisky au Gogo, où 15 personnes meurent dans les flammes. Et la liste de ses exploits est longue comme le bras. Il est récompensé 13 fois pour sa bravoure et son dévouement. À un moment donné, il est même le policier le plus décoré d'Australie. On le surnomme Roger the Dodger. Dites-vous que c'est un tel monument de la police australienne qu'on le croit sur parole. On lui fait tellement confiance qu'il obtient des condamnations avec des procès-verbaux non signés. Mais les légendes ne sont pas toujours faites pour durer. En 1980, Rogerson reçoit un énième trophée. Il vient d'arrêter Gary Purday, un braqueur en fuite. Sauf que Gary, il a beaucoup de choses à dire sur le héros australien. D'après lui, ce n'est pas un policier modèle, mais une brute sans morale. Il jure que Rogerson l'a agressé physiquement. Pendant l'interrogatoire, il aurait même empêché d'appeler son avocat avant d'écrire 5 comptes rendus différents. Sauf qu'entre la parole d'un gangster et celle d'un héros national, le choix est vite fait. Mais au moins, les graines sont déjà semées. 1 an plus tard, Rogerson abat Warren Lafranchi, un dealer d'héroïne en pleine rue. Évidemment, c'est de la légitime défense, sauf que ça a l'air beaucoup plus compliqué que ça. La petite amie de la victime, Sally Ann, écume les plateaux TV pour crier au meurtre. D'après elle, Warren était désarmé et Rogerson l'a tué pour avoir volé de l'argent à un autre dealer qui était sous sa protection. C'est un règlement de compte. Pas de la légitime défense. Encore une fois, c'est la parole d'une jeune héroïnomane vendant son corps pour acheter sa dose contre un policier émérite. Mais la jeune femme ne lâche pas l'affaire. Elle continue de crier à la corruption de la police australienne, rien ne peut l'arrêter. Enfin, rien sauf sa mort. Elle est retrouvée sans vie, étranglée au fond d'un étang. Une affaire qui, encore aujourd'hui, n'a pas été résolue. 1984. Michael Drury, policier, passe la soirée chez lui avec sa fille de 3 ans. Il est en train de lui faire à manger quand, soudain, quand il rouvre les yeux, il est couché à même le sol. Sa fille va bien, lui non. Quelqu'un vient juste de lui tirer dessus à 2 reprises. Mais pas besoin de réfléchir, il sait exactement qui a fait le coup, son collègue Roger Rogerson. Quelques jours avant, il lui avait proposé un deal, une belle somme d'argent contre de fausses preuves pour sauver un dealer d'héroïne. Michael avait instantanément refusé. Ses coups de feu, c'est pour le prévenir qu'on ne dit pas non. Il passe 78 jours à l'hôpital entre la vie et la mort. Et par miracle, il survit. À sa sortie, il traîne Rogerson devant un tribunal. Le témoignage est accablant. D'autant plus qu'un membre de la pègre vient lui aussi de témoigner contre le héros australien, affirmant l'avoir payé, lui et un collègue, 50 000 $ chacun pour faire taire Michael Drury. Mais après 5 ans d'enquête et de procès, Rogerson est définitivement acquitté. D'après les médias de l'époque, Drury est tellement sous le choc du verdict qu'il faut l'escorter hors de la salle. Roger sort du tribunal libre, mais sans son badge. Car au même moment, on l'accuse d'avoir falsifié plusieurs déclarations, notamment de fausses confessions qui ont conduit à envoyer des gens derrière les barreaux. La police australienne, n'en pouvant plus de toutes ces casseroles qui s'accumulent, a fini par le mettre au placard. Alors il va enchaîner les jobs, monter une société de sécurité, devenir fournisseur d'échafaudage, il s'essaie même un temps au théâtre. Mais très vite, son ancienne vie le rattrape. Vous vous souvenez de ce fameux incendie criminel qu'il avait élucidé ? En fait, il avait falsifié les preuves. Puis, on retrouve 110 000 $ australiens sur des comptes bancaires enregistrés sous de faux noms. Il va faire quelques années de prison pour ça.
Enfin, en 2005, la justice le lie à nouveau à de vieilles affaires de corruption. Lui et sa femme retournent 1 an derrière les barreaux. L'ancienne légende, Terni, va tenter tant bien que mal de survivre grâce à sa célébrité. Son histoire est très connue en Australie. Dans les années 90, il y a même eu une série télé sur sa vie, Blue Murders. Alors, il essaie de capitaliser. Il écrit un bouquin, remonte sur scène, devient essayiste dans un journal. Sauf que la rue ne l'a jamais lâché. Loin des caméras, le papy qui boite continue sa vie de truand. En 2014, Rogerson fait la rencontre de Jamie Gao, un étudiant d'une vingtaine d'années qui rêve de devenir un vrai gangster. On sait pas trop comment, mais il a mis la main sur presque 3 kilos de méthamphétamine. Il y en a environ pour 11 millions d'euros. Et il a besoin d'acheteurs. Malheureusement, c'est sur Rogerson qu'il tombe. L'ancien flic pourri jusqu'à la moelle qui dealait déjà avant sa naissance. Le 19 mai 2014, après avoir pris un café en ville, Gao monte dans la voiture d'un complice de Rogerson et se rend dans un hangar au sud de la ville. Il n'en ressortira jamais vivant. Le lendemain, un pêcheur aperçoit une bâche bleue en train de flotter dans les eaux de Cornula. Quand il la remonte, c'est Jamie à l'intérieur. L'enquête débute. Caméra de surveillance, témoins, indices. Quelque part dans Sydney, un tueur pense être invisible. Il se trompe. Les policiers identifient rapidement les responsables. Sans s'en rendre compte, Rogerson et son complice ont laissé une pelletée d'indices derrière eux. Ils ont été filmés partout, tout le temps, sous tous les angles. Le visage de Rogerson est affiché sur tous les murs. Son nom défile en continu sur les écrans de télé. Et lui s'en fiche royalement. Alors qu'il est recherché, il ne se cache pas, continue d'utiliser son téléphone, tente même d'arnaquer un promoteur immobilier. Le 27 mai, les 2 hommes sont inculpés pour le meurtre de Jamie Gao. Ils plaident non coupables, mais les preuves sont indiscutables. Le 15 juin 2016, c'est la fin. Il est condamné à perpétuité, ses demandes d'appel seront rejetées, il va finir ses jours en prison. Il meurt en janvier 2024 après un court séjour à l'hôpital, débranché par sa famille. 83 ans de mensonges et de manipulations, de héros du peuple à symbole de la corruption et honte de la profession. Personne ne le regrettera. Car au final, la justice n'a pas de visage. Et heureusement d'ailleurs. C'est quand la loi cesse d'être le concept qui tient nos sociétés au profit d'un pouvoir dont on peut abuser que les frontières de l'acceptable reculent dans l'obscurantisme.